Vendredi 12 avril, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 12e épisode de la saison du F1 Podcast, comme quoi les astres sont alignés. 12 avril, 12e épisode, tout est prêt pour qu'on puisse vous présenter notre formule entre deux courses. Plus tard à l'émission, je vais recevoir deux de nos collaborateurs afin de parler des sujets de l'heure. Mais avant, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friendsim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité, on débute avec le marché complètement fou des pilotes autonomes. On vous avait prévenu en début de saison que ça serait le cas, une situation très particulière où plus de la moitié du peloton se retrouve sans contrat à la fin de la présente saison. Mais vous pouvez retirer le nom de Fernando Alonso sur le tableau de chasse des différentes écuries, car il a signé une prolongation de contrat avec les Verts, c'est-à-dire Aston Martin. Cette entente va l'emmener jusqu'à la fin de 2026, ce qui signifie qu'on va revoir possiblement Fernando Alonso piloter une voiture avec un moteur Honda, ce qu'on n'aurait jamais cru qui arriverait, surtout de la manière que ça s'est terminé là, entre les deux parties remises en situation. Fernando Alonso était chez McLaren, et puis c'était à ce moment-là, on avait une entente avec le motoriste japonais Honda. Et Fernando Alonso avait mentionné que Honda produisait des moteurs de Formule 2 plutôt que des moteurs de Formule 1, tellement qu'il n'avait pas de puissance dans sa voiture. Le motoriste n'avait vraiment pas aimé cette phrase-là. Ça avait resté, ça avait été repris à plusieurs reprises. La preuve, on est rendu en 2024 et je vous en parle encore, mais il faut croire que le temps arrange les choses. Il ne faut jamais dire jamais, même si c'est quelque chose que très peu de gens auraient parié dessus. Beaucoup avançaient que c'était justement ce qui allait sonner le départ de Alonso de chez Aston Martin, le fait qu'on avait signé un partenariat avec Honda, mais c'est pas le cas. Pour l'instant, s'il décide de rester, bien sûr, oui, il a une entente dans sa poche. Il peut continuer en Formule 1 sa carrière, mais c'est toujours l'âge et comment il se sent qui va vraiment dicter le futur. Mais une chose pour l'instant, il a une certitude, et du côté d'Aston Martin aussi, la même chose là, qu'on a réussi à sécuriser les services. C'est vraiment notre pilote étoile, c'est l'emblème de la marque. Il n'aide pas seulement en piste, même malgré son âge, il aide beaucoup dans le développement, apporter une stabilité à l'équipe, des conseils techniques pour le développement, aussi savoir comment se préparer pour un week-end de course, qu'est-ce qu'on a besoin, des petits ajustements. Trouver les bons réglages, c'est sûr que quand lui on l'envoie en piste le vendredi, rien contre Lance Stroll, mais c'est sûr qu'il va fournir de bien meilleures informations pour aider l'équipe à guider, à être sûr de trouver qu'est-ce qu'on a besoin pour vraiment développer la fenêtre de performance lors d'un week-end de course. Donc c'est tout ça que Fernando Alonso nous apporte, sans compter aussi le côté marketing de la chose. C'est quand même un double champion du monde. Depuis le début, le clan de Lawrence Stroll nous a habitués à vouloir avoir des vedettes. Quand on a décidé de laisser partir Sergio Perez, c'était pour aller chercher Sébastien Vettel, on voulait un nom. Quand on a fait le passage à la marque Aston Martin, on voulait un nom pour aller avec ça. Et puis, aussitôt qu'on a su que Sébastien Vettel allait prendre sa retraite, on a tout de suite mis tous nos efforts pour aller soutirer Alonso du groupe Alpine, de l'écurie Renault Alpine. Alors, on voit que ça compte pour nous. On veut pas juste nécessairement, même on parlait, certains avançaient Carlos Sainz, même si Carlos Sainz a pris beaucoup de galons depuis le début de la saison, il n'a pas le nom d'un Fernando Alonso, il n'a pas aussi les championnats du monde dans un armoire chez eux, il n'a pas 2 trophées comme l'Espagnol. Donc tout ça, c'est quelque chose qui pèse dans la balance et qui ont fait que cette situation-là, on l'avait dit du côté du directeur de l'écurie, Mike Crack, on avait débuté une campagne de séduction pour vraiment lui montrer à quel point qu'on est sérieux. Il y a eu le nouveau campus qui a été inauguré la saison dernière. On a la nouvelle soufflerie. On a fait des acquisitions aussi. On a des nouveaux cerveaux. On a des talents dans le développement de la voiture, toutes ces choses-là. Donc, on veut lui montrer qu'on est prêt à faire les investissements nécessaires et qu'on rit pas. On n'est pas là juste pour parader. On n'est pas là juste pour participer au championnat du monde. On veut le gagner. Ça ne veut pas dire que c'est Alonso qui va être capable d'arriver à là, mais du moins, on est supposé d'afficher une certaine progression chez l'écurie. Il faut croire qu'on a réussi à le convaincre. Et aussi le fait qu'il a mentionné que pourquoi aller chez Mercedes, c'était une autre possibilité pour lui, même si on n'a pas nécessairement de confirmation qu'il y a eu un offre en tant que tel. Il y a eu des conversations entre Alonso et Toto Wolff, entre son agent et Toto Wolff. Donc il y a tout ça, ça avait un peu alimenté les rumeurs, mais c'est jamais rien de concret nécessairement qui a été déposé. Mais il a mentionné dans une entrevue tout récemment pourquoi que j'irais chez Mercedes quand ils sont derrière nous au niveau performance. Ça, c'est un peu ce qu'il
avait avancé, puis aujourd'hui, je pense qu'il a confirmé ce qu'il pensait de dire je ne m'en vais pas nulle part, j'aime la progression et je reste dans le clan de Lawrence Stroll. Autre nouvelle, on parle du marché complètement fou. Eh bien, c'est Toto Wolff qui avance que son choix pour la saison 2025 serait le jeune Kimi Antonelli. Oui, c'est un peu une surprise. Il y a des médias italiens qui avancent que ce serait Carlos Sainz, que c'est fait, qu'on entendrait ça possiblement après le Grand Prix de Chine, mais de la bouche même de Toto Wolff, aujourd'hui, c'est sorti que lui, son choix pour l'instant, il irait avec Kimi Antonelli. Il achète du temps, on sait qu'il essaie de soutirer Max Verstappen de chez Red Bull. Est-ce que c'est ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il il profite aussi? Est-ce qu'il jouit d'un peu la zizanie qu'il réussit à sommer chez son rival, on peut dire, même s'il ils ne sont plus des rivaux en piste, ben ça reste qu'il a toujours une rivalité entre le clan autrichien et le clan allemand. Est-ce que c'est ça qu'il prend un malin plaisir à faire ça? Ça peut être un jeu dangereux aussi, ça peut se retourner contre lui. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Antonelli, là, c'est un jeune qui va avoir à peine, il va avoir 18 ans au cours de la saison. Donc c'est un risque aussi là, de l'emmener, de ne pas lui donner une année de transition nécessairement. On avait avancé, là, moi-même, j'en avais parlé que je préférerais le voir arriver chez Williams, peut-être même pas la saison prochaine, peut-être juste seulement en 2026, le voir arriver chez Williams, prendre du galon, faire ses preuves, prendre de l'expérience aussi, habituer son corps au Grand Prix, à ce que c'est au championnat du monde qui est très demandant, au calendrier qui est rendu à 24 courses. Donc tout le temps de maîtriser ça, un peu comme qu'on a fait déjà par le passé avec un gars comme George Russell, de vraiment l'intégrer à l'écurie Mercedes, mais de prendre son temps, mais c'est pas ça qu'on semble vouloir faire. Du moins, à moins que c'est un bluff de la part de Toto Wolff. Christian Horner a mentionné dernièrement, ça fait longtemps que j'écoute plus ce que Toto il dit, mais quand même, quand ça vient de lui, là, je vous apporte l'information, c'est mieux que des fois les rumeurs ou qu'est-ce qu'on attend entre les branches, là, c'est vraiment lui qui mentionne ça, qui veut se donner du temps et patienter. Il y a aussi le fait que Carlos Sainz n'a plus l'option nécessairement de s'en aller chez Aston Martin. Je pense pas que ça l'intéresse aussi d'aller chez Audi tout de suite, fait que il se retrouve dans une situation un peu Toto Wolff se dit ben là il est comme coincé, si jamais je décide de le signer, je peux prendre un peu mon temps puis aller, c'est pas ça qu'il a dit, mais j'essaie de me dire un peu dans quelle situation il se trouve là, peut-être qu'il se sent plus confortable maintenant qu'il y a moins d'options autour de Carlos Sainz, fait qu'il peut toujours le garder comme un plan, mais c'est ça, pour l'instant il veut continuer d'évaluer le travail d'Antonelli, il en est à sa première saison en Formule 2, pour l'instant il occupe le 9e rang du classement des pilotes et son meilleur résultat, là, il n'y a que 3 manches de disputer là, en Formule 2, mais son meilleur résultat, ça a été une 4e place en Australie. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de l'évaluer au cours de la saison, voir comment il se développe. Ça fait longtemps qu'on s'occupe de ce pilote-là. On avait commencé à le parrainer en karting. On croit beaucoup en lui. Il a certainement un talent indéniable, mais ça reste à suivre. Ça reste à voir là, de là à l'apporter aussi jeune que ça. Oui, il y a eu un dénommé Max Verstappen qui l'a fait par le passé, mais il n'a pas été tout de suite dans la grande écurie. On a plutôt opté pour une année de transition chez Toro Rosso à l'époque, avant de l'apporter chez Red Bull. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on semble vouloir faire du côté de Mercedes. Ça peut être un pari risqué. Est-ce que ça montre aussi qu'on tombe dans une forme un peu de, on utilise ces termes-là là, souvent dans d'autres sports, une forme de reconstruction, de dire qu'on mise pas nécessairement un championnat des constructeurs dans un avenir rapproché, on vise pas nécessairement aussi un championnat des pilotes tout de suite, fait qu'on se dit aussi bien commencer à former la relève, former notre jeune, le mettre tout de suite là en 2025 pour que quand les nouveaux règlements arrivent en 2026, qu'il ait déjà une expérience, une connaissance de l'écurie. C'est peut-être tout ça qu'on veut envisager, mais ça reste à voir. Je trouve ça toujours étrange, là, mais je pense qu'en laissant cette porte-là ouverte, il garde aussi une option de continuer d'alimenter les rumeurs du côté de Verstappen et peut-être même de réussir à le convaincre une fois pour tout. Je verrais pas pourquoi là, il irait là, mais en tout cas, pour l'instant, si jamais il se passe quoi que ce soit avec le moteur, le développement du moteur Ford pour 2026, ou que Helmut Marko venait à perdre son emploi, c'est des choses qu'il a été très clair. Verstappen, il peut partir si les performances ne sont pas au rendez-vous ou si Helmut Marko n'y est plus. Donc, c'est peut-être ça qu'on va essayer de contrôler ou de regarder au cours des prochaines semaines ou même des prochains mois. Du côté là maintenant de l'écurie Racing Bulls, est-ce que Daniel Ricciardo a joué sa dernière carte dans son jeu? C'est quelque chose que je pense qu'on va avoir les réponses en Chine. Il a demandé d'avoir un nouveau châssis. Selon lui, il pense que c'est déjà arrivé dans sa carrière. Il pense qu'il a un trouble avec le châssis qu'il a. Les spécialistes de l'écurie Racing Bulls disent que ce n'est pas le cas, mais on avait quand même un châssis de remplacement qui s'en venait, qui était prêt. Ça, c'est quelque chose qui pourrait faire des jaloux du côté de l'écurie Williams qui paierait très cher
cher pour avoir des châssis de remplacement comme ça qui traînent à l'usine. Mais du côté de Racing Bull, c'est ce qu'on a. Donc, on a décidé d'exaucer la demande de Daniel Ricciardo. Donc, l'Australien aura un nouveau châssis au Grand Prix de Chine. Si jamais les performances ne sont pas au rendez-vous, ben là, les excuses seraient pas mal toutes parties pour lui. Il a même dit, je vous épargne le vocabulaire, là, mais il a un peu dit, là, ben, je vais vous le dire là, comme qu'il l'a dit, il dit, avant de dire que je suis une merde, j'aimerais ça vraiment qu'on prenne le temps de regarder cette option-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a décidé. On va voir si c'est lui qui est une merde ou si c'était le châssis. Il s'est un peu peinturé, là, la pression est haute avec sa déclaration, mais on va avoir plus de réponses lors du Grand Prix de Chine. Côté Racing Bulls, eh bien, Dr. Marco, Helmut Marko, qui est un consultant pour la marque Red Bull, eh bien, lui, il a affirmé que Racing Bull serait de retour sur le marché, qu'il y a de plus en plus de clients potentiels qui approchent la marque pour une vente. On avait dit non la saison dernière. On avait décidé plutôt d'opter pour un changement de nom, qu'on voulait garder ce volet-là de développement pour nos jeunes pilotes, mais là, ça a l'air qu'on pourrait se laisser tenter. La dernière évaluation de l'écurie Racing Bulls en la fin de la dernière saison, c'était 905 millions de dollars. Donc, le 1 milliard qu'on aurait refusé, ça rentre un peu dans la ligne de compte. Si la valeur, c'est 905 millions, ben c'est normal que quelqu'un aurait voulu offrir un peu plus que la valeur, donc 1 milliard. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que ça offre une porte d'entrée au clan Andretti qui cherche toujours une façon de rentrer en F1? Est-ce qu'on veut débourser ces montants-là ou on veut continuer à s'entêter à vouloir payer 250 millions dans quelque chose qu'on a négocié avec la FIA qui ne semble pas faire l'affaire de la Formule 1? Du moins, on en a les preuves car ils ont refusé son adhésion au championnat. Mais là, pour l'instant, c'est des plus gros montants à débourser. Donc, ça reste à surveiller dans les prochaines semaines. Côté vente, on peut parler aussi de Alpine. Alpine, il y a eu énormément de rumeurs, là. Ça a parti au cours des dernières heures, comme quoi que Alpine serait à vendre. Ça avait été avancé dans les dernières semaines, mais c'est devenu un peu plus concret après que certains médias ont décidé d'avancer ça et de laisser filer ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est empressé de prendre la rumeur et de développer là-dessus. Puis finalement, Renault est sorti pour dire exactement le communiqué. Les rumeurs et les histoires selon lesquelles l'équipe serait à vendre sont fausses. Fake news qu'on a utilisé. L'équipe n'est catégoriquement pas à vendre. Puis ça, c'est un porte-parole qui a déclaré ça. Donc, encore une fois, c'est les mêmes médias là, qui nous avaient avancé plus tôt dans la saison que Christian Horner perdrait son emploi avant le Grand Prix d'Australie. Pourtant, Horner est toujours en poste. Red Bull, un peu la même situation. Red Bull avait sorti dès le lendemain ou dans les heures qui suivaient cette publication-là de ces médias-là pour dire non, il ne perdra pas son emploi, c'est pas vrai, c'est des fausses nouvelles. Mais c'est vraiment on a l'air de se donner dans ce domaine-là, là, du côté de ces médias-là, là, depuis le début de la saison. On a l'air de devenir des spécialistes de sortir un peu n'importe quoi. Là, encore une fois, on a un porte-parole qui sort dans les heures qui suivent pour dire non, ça c'est pas vrai, là, arrêtez d'ébruiter ça. On n'a aucune raison de vendre ça. La situation peut toujours changer, sauf la même chose que je vous avais dit dans le cas de Christian Horner. Pourquoi se dépêcher d'envoyer un communiqué et de presser un porte-parole à venir dire que la rumeur, que c'est pas vrai, tout ça, si on est vraiment en train de travailler sur la vente, ça laisse douter que c'est vraiment une vraie nouvelle. C'est plutôt encore un potin. C'est ce qui conclut notre section actualité dans le monde de la Formule 1. Maintenant, place à nos collaborateurs. Cette semaine à l'émission, nos collaborateurs sont, si vous étiez présents au circuit Gilles Villeneuve la saison dernière pour le Grand Prix du Canada, eh bien, vous avez eu la chance de le voir triompher à bord de sa Mygale de Britain Motorsport. Jean-Christophe Tran, bienvenue, comment ça va? Ça va très bien. Merci encore l'invitation. À faire encore un réel plaisir de passer à travers toutes ces belles questions-là. Ah, c'est bon plaisir, je te l'assure. Et puis de l'autre côté, ben, notre autre collaborateur du F1 Podcast, eh bien, c'est Kevin Fontaine qui est présentement en train de rédiger son premier livre. Donc, il sera bientôt un écrivain. Puis là aussi, moi, je le considère un historien de la Formule 1. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, toi. Merci encore de l'invitation. C'est très apprécié. Ah, comme je te dis, le plaisir est pour moi. On a eu bien du fun la dernière fois, puis je compte en avoir autant cette fois-ci. On a eu un Mhm. petit cadeau aujourd'hui. On a eu une belle nouvelle. Fernando Alonso qui vient Ouais. de signer une entente, de prolonger une entente avec le groupe du Montréalais Lawrence Stroll. Je vous lance sur le sujet un petit peu là, avec on avait abordé là, qu'est-ce qu'on allait discuter, puis c'est un peu une petite balle courbe de ce qu'on avait préparé là. Dans le fond, Max Verstappen a déclaré que c'était un peu étrange de mettre sous contrat un pilote qui va avoir 43 ans. Et puis là, avec le contrat qu'il vient de signer avec Aston Martin, ça va l'apporter jusqu'à ses 45 ans, parce qu'il y a un contrat qui va prendre fin à la fin 2026.
Donc, vous, est-ce que vous partagez l'opinion de Max Verstappen? Puis juste pour mettre en contexte, bien sûr, lui, il disait de faire cette acquisition-là chez Red Bull quand on a un programme de développement et que Red Bull est normalement construit en donnant des chances à des jeunes pilotes. Je sais que ce n'est pas la même nécessairement réalité chez Aston Martin, mais est-ce que vous trouvez que ça s'applique? Je sais que, Jean-Christophe, tu es impatient de nous parler de ton inspiration en course automobile, Fernando Alonso, mais je vais commencer avec Kevin cette semaine. Vas-y, Ben écoute, Kevin. Red Bull a pratiquement toujours eu cette philosophie-là d'avoir un pilote numéro un et un pilote numéro 2. C'était le cas avant avec Vettel Weber, puis là avec Verstappen Perez, sans compter les passages de Gasly et Albon là, il y a quelques années. Fait que oui, je suis quand même d'accord avec Verstappen que ça aurait été bizarre d'avoir un pilote comme Alonso comme coéquipier, mais pas à cause de son âge, à cause du risque qu'il puisse rivaliser directement avec Verstappen et causer des tensions. Parce qu'avoir deux top pilotes dans la même écurie quand on se bat pour le titre mondial, ça peut créer des tensions dans une écurie. Il faut avoir un management très solide qui sait comment gérer les pilotes quand ça devient tendu. Chez Red Bull, en ce moment, c'est pas l'idéal, on le sait. Est-ce que ça va s'améliorer pour 2025? Personne ne le sait. J'espère pour eux que ça sera réglé. Puis pour revenir à la prolongation chez Aston Martin, ben, je crois que c'est un signe qu'il croit au projet de Lawrence Stroll. C'est sa dernière occasion de pouvoir gagner des courses et dans le meilleur des mondes, un troisième titre. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de travail qui a été accompli depuis que M. Stroll a ramené Aston Martin en F1. C'est un projet qui est très intéressant pour les années à venir. Et parce qu'avec l'arrivée d'Honda en 2026, c'est une grosse opportunité pour Alonso d'avoir une écurie qui sera la seule propulsée par Honda. Ils ont maintenant beaucoup de succès avec Red Bull. Est-ce que ça va continuer avec Aston Martin? Je l'espère pour lui. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de de la question puis de cette signature-là en tant que telle? Mais je partage plus ou moins l'opinion de Verstappen concernant l'opportunité donnée à des jeunes pour Red Bull. Red Bull, c'est l'écurie mère. C'est normal qu'il y ait des fois peut-être une rotation de pilote peut-être un peu plus vieux. Ce Perez, quand ils l'ont engagé, il n'était pas super jeune. C'est plus AlphaTauri qui est vraiment cette école-là pour les jeunes. Puis là, ils ont mis Ricardo. Ça, pour moi, ça fait moins de sens que s'ils mettraient Alonso au côté de Verstappen. Puis je partage l'opinion de Kevin quand il dit, moi, je pense que c'est peut-être plus Verstappen qui aimerait ça avoir un acolyte et non un compétiteur direct. Je le comprends. Senna était pareil. Senna voulait avoir des teammates moins forts que lui, juste pour tout le temps se donner un petit coussin de confort, parce qu'il n'y a pas besoin tout le temps d'avoir une rivalité directe. On l'a su, ça l'aidait avec Prost, cette rivalité-là, mais ce n'était pas exactement ce qu'il voulait pour remporter un championnat, puis ça coulait douce. Mais moi, je serais trouvé que ça aurait été une bonne idée d'avoir Alonso s'il avait été capable de gérer la dynamique entre les deux, étant dans la situation où est-ce que ça aurait été plus tendu. Ça aurait fait tout un show. Moi, j'aurais adoré voir ça. Finalement, on Mhm. aurait eu des batailles pour la première place et non pas juste pour top 3 et jusqu'à la fin de la grille. Fait que ça, c'est peut-être plus mon opinion. Puis tant mieux pour Fernando s'il ne se fait pas trop ensorceler puis il ne fait pas trop ça pour l'argent avec Aston Martin, puis ils ont vraiment des plans concrets d'aller à l'avant. Moi, je suis tout pour ça. Je partage votre opinion sur plusieurs points. Je voudrais juste ajouter, par exemple, parce que je l'ai peut-être mal cité un peu, que Verstappen a quand même mentionné qu'il aurait battu Alonso, qu'il se foutait pas mal de qui serait à côté de lui, là. Il parlait plus Ouais, c'est ça. Il parlait plus en point de vue, futur de l'équipe et tout ça. Mais par ouais. exemple, je suis d'accord avec lui que puis le point que tu apportais aussi, d'avoir deux pilotes qui compétitionnent pour le championnat. On l'a un peu vu chez Ferrari là, en 2022 que ça a causé des ennuis, là, qu'on ne prenne pas de décision si on se range derrière Leclerc ou on continue de laisser une chance équitable à Sainz. Ça nous a quand même coûté des points précieux. C'est sûr qu'on s'est tiré dans le pied sur plusieurs aspects d'un week-end de course ou d'une saison de Formule 1, là. Mais ça en était un principal selon moi, que le fait qu'on n'a jamais décidé de prioriser Leclerc quand même qu'il y avait une avance de si je me rappelle bien, c'était 43 ou 46 points au championnat. On décidait encore, on peut se rappeler plus précisément à Silverstone, où on avait Ouais. laissé Carlos Sainz gagner. Tout le monde est bien content dans ce temps-là parce que les gens à la maison n'aiment pas ça, voir des consignes d'équipe, mais c'est quand même un point où ce que ça peut causer des problèmes. Puis Christian Horner, je pense qu'il l'a vécu avec Weber et Vettel par le passé. Il l'avait bien géré. Est-ce qu'il veut retourner là? Puis avec un plafond budgétaire maintenant en Formule 1, est-ce qu'on peut vraiment se concentrer d'avoir deux pilotes puis de leur donner des chances égales quand on a des décisions peut-être en fin de saison où on va devoir donner des améliorations seulement à un pilote pour contrôler notre budget. Donc, je pense que c'est une nouvelle réalité, ça. Je suis pour le fait que ça prend deux bons pilotes, ça, je suis d'accord, mais le fait d'avoir
pas de numéro un en tant que tel identifié. Je pense que ça finit par causer des problèmes à long terme. Mais ça, on pourra le voir là, dans les prochaines saisons, si jamais ça revient, que cette espèce de stratégie d'équipe-là ou de concept d'équipe-là peut vraiment encore fonctionner en Formule 1. J'enchaîne avec le sujet justement qu'on parle d'Alonso. Moi, je l'ai vu un peu aussi en étant un désaveu envers Mercedes. On voit que peut-être que Mercedes n'est peut-être plus l'équipe qui attire autant. Il a décidé de continuer dans le projet d'Aston Martin, de croire en ça. Puis ça va un peu vers le sujet là, que j'emmène depuis le début de la saison. Là, puis avez-vous c'est qui votre plus grande déception parmi les écuries? Y a-t-il quelqu'un qui a retiré, qui vous a déçu le plus? Jean-Christophe, vas-y en premier avec ça. Euh, je ne serais pas très créatif. Moi, ça serait peut-être une autre qui est proche, mais c'est vraiment Mercedes. Là. À chaque année, on dirait qu'ils sont comme tout le temps en train de repousser leur remontée, puis on travaille fort, puis c'est pas facile. Puis les résultats sont juste pas là. Ils n'ont pas de pace. Les pilotes sont frustrés. Les pilotes font des erreurs, font des erreurs. Euh, Ils ont des drôles de stratégies aussi, comme à Suzuka. Il y avait pas le pace pour jouer cette stratégie-là, risquer de rester longtemps sur les hards, je crois, ou c'est les médiums. Ça leur a coûté cher. Ils n'ont pas pu reprendre George n'a pas pu prendre la dernière position qui aurait voulu pour faire marcher sa stratégie. Puis tout ça pour dire que moi, ils ont pas vraiment d'étincelles ou de signes d'amélioration. Ils sont toujours un peu morts dans l'œuf leur week-end. Ouais. Rarement ils ont des étincelles en pratique. Fait que pour le budget, pour le type d'organisation qu'ils ont, pour le succès qu'ils ont eu, c'est vraiment plus pour les standards qu'ils ont mis. Tu sais. Et oui, c'est une équipe qui fait être plus trop proche d'en avant, mais pour les standards qu'ils ont mis durant les 10 dernières années, c'est inacceptable. Ouais, ils sont un peu coupables ou victimes de leur succès, là, de la barre qu'ils ont établie dans les dernières saisons. Écoute, tu emmènes un peu ce qu'on en parlait justement au dernier podcast, là, justement l'épisode de cette semaine. Je mentionnais que il n'y a pas eu d'amélioration. Là. On avait des comparatifs sur le Grand Prix de Bahreïn 2022 versus les trois saisons. Même chose. Donc, les trois premiers Grands Prix de la saison, là, c'était les mêmes écarts entre eux et Red Bull. Donc, tu as mis le doigt dessus. Là, je pense qu'il n'y a pas de progression. Puis ça, c'est ce qui est le plus dommageable et ce qui fait le plus peur dans leur cas. Kevin, je sais qu'on a parlé pas mal de Mercedes. Est-ce que tu partages ce point-là? Est-ce que c'est ta déception depuis le début de la saison? Ben absolument. Moi, écoute, de mon côté, comme Jean-Christophe, je dirais Mercedes. Oui, on peut mentionner Alpine qui a vraiment une monoplace atroce, puis on ne semble pas savoir Ah où s'en oui, ben aller. oui. Mais dans les essais pré-saison, on en était à ce point-là. Donc, je dirais que c'est un petit peu plus prévisible. Pour Mercedes, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même gagné 8 titres constructeurs consécutifs il n'y a pas si longtemps, là. Mais que depuis 2022, ils semblent être totalement dans l'incompréhension de ce règlement technique-là, en plus du cap budgétaire, comme tu as mentionné. Et là, on n'arrive pas à établir une bonne corrélation entre la soufflerie, la mécanique des flux numériques, la fameuse CFD, là, et la piste, surtout par rapport au virage à haute vitesse, où c'est là le problème, notamment des Mercedes. Puis on semblait, je trouve, relativement confiant avant le début de la saison. Peut-être pas de jouer avec Red Bull, mais d'avoir quand même une bonne monoplace avec un nouveau châssis, puis avec le retour de James Allison comme directeur technique. Mais là, c'est de constater que l'écurie n'arrive pas à bien faire fonctionner sa voiture dans la fenêtre d'exploitation. Et là, malgré qu'il soit un point devant Aston Martin, je trouve que Mercedes ne sait pas comment bien fonctionner cette W15 de façon optimale. 34 points en 4 courses, c'est inacceptable pour une écurie d'usine comme Mercedes quand on voit une écurie cliente comme McLaren qui est devant eux avec plus de 30 points et que l'autre écurie cliente en Aston Martin est tout juste derrière. Et ça, on peut dire merci à des commissaires en Australie qui ont fait un peu de zèle sur le règlement, là, Ouais, parce que sinon, Aston Martin serait sûrement, on aurait ouais. sûrement deux de nos clients devant nous. Mm, mm. On Ouais, mentionne oui. Alpine, puis je pense qu'il faut l'aborder parce que c'est le nom qui a ressorti. On avait fait le sondage en début après trois courses, j'avais demandé Mm. aux auditeurs, aux membres qui nous suivent sur Facebook du F1 Podcast de demander c'est qui votre déception, et c'est Alpine qui avait sorti majoritairement. Puis je trouve que contrairement à Mercedes, le point est emmené, Kevin, qui est très bon. Contrairement à Mercedes, Alpine, on ne peut pas les comparer car il y a juste eux qui ont le moteur Renault. Puis on le Mm. sait depuis
déjà un certain temps que ce moteur-là est déficient de performance. Donc, à ce moment-là, moi, je n'avais pas d'attente envers eux. C'est sûr que je ne m'attendais pas à les voir dernier, mais je n'avais pas nécessairement d'attente. En plus, on avait échoué les tests de collision. On avait tenté d'alléger la voiture, ce qui n'a pas été un succès. On a été obligé de retourner aux anciens dessins puis de reprendre l'ancienne structure, là. Fait que ça a causé des problèmes, ça a causé des maux de tête. Mais le fait qu'on n'a pas de comparatif de moteur, je trouve que c'est plus dur d'être sévère avec eux parce qu'on se dit, ah, le moteur est vraiment pas bon. Sauf du côté de Mercedes, on peut vraiment évaluer que c'est pas le moteur le problème. On le sait depuis déjà certaines saisons, les preuves ont été faites là-dessus, que c'est vraiment la conception d'une voiture, la compréhension de l'effet de sol qui n'est toujours pas là. Fait que pour moi aussi, c'est mon choix. Mais je dois aussi souligner là, au passage, là, même si on n'en avait pas d'attente avec eux autres, l'écurie Sauber, Kick, whatever, là, qui fait des aéropuits de 30 secondes, là, Ah, ça, euh, c'est ridicule. Ouais, ouais. ça, Ça, je c'est sais pas. ridicule. Inacceptable. Avec leur design de noix de roue pas super Allégé. Ouais. optimisé ou ouais, c'est ça. en- Ben, Colin, ça leur coûte, ça leur a coûté quoi? Un tiers de seconde dans le pit stop. Puis si ça marchait, ça leur coûte les 30 secondes, c'est super. Moi, ce que je trouve aberrant dans ce scénario-là, c'est que on nous l'explique en plus, là, on est très transparent, mais des fois, je pense qu'on l'est trop. On explique qu'on n'avait pas pris en considération la température et la chaleur. Comment tu fais? Bruh, non, mais non, Comment tu fais pour mais non. construire une Formule 1 puis pas comprendre que tes pièces sur la voiture vont être soumises à des températures chaudes? C'est ça, en tout cas. Puis moi, je vous dis, là, ça, j'essaie d'en rire parce que des fois, je pense que je commence à faire de la haute pression à les voir, là, même si Ah ouais. c'est pas comme si c'était la grande écurie qui sacrifiait, mais écoutez, je vais vous les sortir, là. Je les ai pas loin, je pense. Des histoires d'arrêt au puits, là. On a un arrêt de 28 secondes, puis je pense Mhm. on a repoussé ça plus loin avec un arrêt de 31,18 secondes. Ça, c'est avec Bottas qui a fait cet Ouais. arrêt-là. Là. 31,18 secondes, là, on peut le mettre encore d'une façon, pour l'expliquer encore plus, là, avec le verre vraiment à moitié vide. Ça, c'est à moitié d'une minute, pas mal. Là, Ouais, exact. ça, c'est C'est plus que la environ moitié toute d'une la minute. grille qui était peut-être en arrière de lui. Il y avait eu une bonne course. Il y avait eu une bonne course, à un moment donné, il était comme proche des points. Puis là, il y avait eu cet arrêt désastreux-là. Mais ouais, c'est pas vraiment, vraiment pas idéal. Vraiment Mais pas Bottas, idéal. Oui, vas-y, ouais, vas-y, Kevin. Bottas puis les arrêts au puits avec les problèmes d'écrou, ça me rappelle à Monaco, je pense que c'est 2019 où il y avait un problème. Là, on n'arrivait pas à enlever Oui, le la pneu avant Mercedes. droit. C'est bon, c'est monnaie courante avec Bottas, malheureusement, là, mais Ouais. bon, c'est comme ça. Ben, pour vous donner un aperçu, par exemple, là, puis vous êtes au courant de comment c'est supposé prendre de temps un aéroplan en Formule 1, vous donner un aperçu aux gens, là, Max Verstappen, c'est lui qui a le record, mais on peut dire, on va attribuer ça à Red Bull, même si le pilote a une responsabilité de bien s'arrêter dans la boîte, ce que Perez fait extrêmement bien depuis plusieurs saisons. Mais l'arrêt au puits record cette saison, c'est 2,08 secondes. Pendant ce temps-là, on prend 31 secondes chez Sauber. Quand on n'a pas la voiture pour se permettre en piste de rattraper ce temps-là, personne ne peut se le permettre d'ailleurs. Puis Ah, les mais non, non. puis si vous avez eu la chance de voir, aujourd'hui, on a publié là, les 5 aéropuits les plus rapides de la saison appartiennent à Red Bull. Puis on peut même pousser ça plus loin en disant que les 10 aéropuits les plus rapides de la saison appartiennent aux deux écuries qui mènent le championnat des constructeurs, c'est-à-dire Red Bull et Ferrari. Donc ça montre encore à quel point que il y a une grosse partie de la course qui se joue là, mais du côté de Kick, nous autres, on a décidé de révolutionner le domaine de l'écrou puis sacrifier 30 secondes sur un aéroplan. Je pense que j'ai assez perdu de temps sur eux, à moins que vous vouliez Ouais, on rajouter a quelque rien chose. ajouté. Ah, rien ajouté. Rien ajouté. C'était assez. On ne Bon, va pas ben, on perdre va notre aller temps dans le tant qu'eux ont positif. perdu sur un pit stop. Exactement, exactement. On va aller dans le positif. Si on mentionne les déceptions, je pense qu'il faut mentionner qui vous a le plus impressionné. Kevin, c'est qui t'impressionne le plus depuis le début de la saison? Ben, sans aucun doute, moi, c'est Ferrari. Parce que l'arrivée de Frédéric Vasseur était le début d'un grand changement pour la Scuderia, puis on semble tout mettre en place cette saison pour réussir éventuellement à rattraper Red Bull. Vasseur est arrivé au début de l'année passée. Donc, la voiture permet aux pilotes d'attaquer sans avoir trop à se soucier des pneus et de leur dégradation prématurée, parce que c'était un gros problème ces dernières années pour Ferrari. Les arrêts au puits ratés sont chose du passé. On le voit, ça va très bien. Des arrêts rapides et efficaces. Les stratégies depuis le début de la saison sont bien exécutées. On saisit les opportunités. Un podium à chaque course depuis le début de la saison, en plus du doublé en Australie. Ferrari est clairement la deuxième voiture la plus performante, là. Les pilotes font le travail en course et Carlos Sainz, malgré qu'il ne sera plus là l'année prochaine, est vraiment en mission, là. Puis imaginez, s'il n'avait pas manqué le Grand Prix à Jeddah à cause d'une appendicite, il serait peut-être devant Leclerc à l'heure qu'il est, mais il n'est qu'à 4 points derrière. Donc, c'est pas dramatique là non plus.
Et Leclerc, c'est pas un mauvais début de saison, mais je pense qu'il peut y avoir une meilleure optimisation lors de la qualification. Parce que d'habitude, c'est son point fort, Leclerc, les séances de qualification, mais les deux dernières n'ont pas été excellentes. Ça devrait se replacer. Pour le reste, bravo à Ferrari, c'est de bon augure. D'accord avec toi, beaucoup plus calme sur le mur des puits. On le Mhm. voit. C'est sûr qu'on n'a pas eu nécessairement de grandes, ben, je ne veux pas dire de grandes décisions, mais de décisions sous pression. Sauf que dans le passé, on n'avait même pas besoin d'être sous pression pour commettre une erreur. Fait que déjà là, C'est ça. c'est une grande amélioration. Du côté de Jean-Christophe, toi, t'en penses quoi? C'est qui t'impressionne le plus? Moi aussi, je vais y aller en partie avec Carlos Sainz. Vraiment, là, il est, comme Kevin l'a dit, il est vraiment en mission, il s'apparaît et il résiste beaucoup mieux à la pression qu'il a fait des dernières années. J'ai l'impression que c'est vraiment la tape ou le coup de pied dans le derrière qu'il avait besoin pour faire comme OK, là, c'est le temps. Là. Puis, d'après moi, c'est sûr et certain qu'il va avoir on va avoir un volant l'année prochaine, mais j'aimerais donner ma fleur aussi à un pilote qui est sous-aimé puis qui n'est pas dans une équipe top, mais qui, d'après moi, en mérite autant de reconnaissance, c'est M. Nico Hülkenberg. Lui, je le trouve phénoménal en qualification. En Mhm. course, rarement de fautes à lui dire, il est rarement des incidents, il est extrêmement rapide. Moi, j'aimerais tellement ça le voir dans une voiture rapide parce qu'il n'a jamais eu vraiment cette chance-là. Puis, pas qu'il la mérite parce qu'on crée il y a eu des opportunités, il les a un petit peu manquées dans le passé, mais de voir en qualif les écarts avec Magnussen, qu'on sait qu'il est un bon pilote, de voir que il est tout le temps comme une horloge plus vite que lui. Il réussit des fois même à aller tenter d'aller en Q3. Des fois, il le fait, qui avec une Haas est assez phénoménal. Donc, moi, je trouve qu'il est toujours très impressionnant. Puis en qualif, il a toujours la mesure de Magnussen. Donc moi, je vais donner de l'amour à celui qui est sous-aimé, c'est M. Hülkenberg. J'apprécie que tu le fasses parce que, justement, Hülkenberg, il y a certains gens qui ont peut-être ridiculisé un peu, mais Gunther Steiner avait mentionné que son choix pour Mercedes, lui, était Nico Hülkenberg. Mm. Selon lui, c'est lui qui est Mercedes que Toto Wolff devrait aller après chercher. C'est sûr qu'il n'est pas, il n'y a pas de tous les secrets, il ne sait pas toutes les négociations en arrière des coulisses et toutes ces choses-là, là, même s'il y a encore des contacts en F1, mais il mentionnait Hülkenberg comme un candidat chez Mercedes. Je pense qu'on ne donne pas sa reconnaissance à ce gars-là. Oui, il est très constant. Le seul problème, c'est que parmi sa constance, il y a aussi le fait qu'il est très constant à ne jamais finir sur le podium. Sauf que Oui, ça c'est par, sûr. Ça c'est mais par sûr. le passé, comme je dis, ça a été des malchances, ça a été des choses, mais pareil, pour un gars qui va te donner une heure juste sur ta voiture, qui va soutirer le meilleur, je pense que c'est la plus Mhm. belle, c'est probablement la meilleure décision de Gunther Steiner dans les dernières années, là, dans ses années chez Haas, probablement peut-être au complet, d'avoir rapatrié Nico Hülkenberg en Formule 1. Du moins, je pense qu'il nous a fait un cadeau parce que c'est un gars qui a sa place là. Tant qu'à emmener, oui, des fois, on dit laisser la place aux jeunes, ou ça, mais ça, c'était une injustice que ce gars-là n'était plus en Formule 1 et il nous le prouve semaine après semaine. J'enchaîne avec, justement, on parle, je pensais même que c'est lui que tu allais nommer. On parle de des gens qui peuvent nous surprendre depuis le début de la saison. Kevin m'en a parlé un peu cette semaine. Il a écrit justement quelque chose là-dessus. Ben, Yuki Tsunoda, si vous êtes Red Bull, là, c'est quoi votre plan pour le Japonais? C'est quoi que vous avez comme plan pour lui? Jean-Christophe, vas-y en premier. Très bonne question. Moi, je serais pas prêt à le remonter chez Red Bull tout de suite. Je trouve encore qu'il y a Euh, vraiment des sautes d'humeur ou la manière qu'il gère ses émotions ne vaut pas la peine de le mettre dans la meilleure voiture du peloton, pour l'instant encore. Cependant, encore une fois, il y a la mesure de Ricardo facilement. On sait que Ricardo, OK, peut-être qu'il est dans le genre de même forme de chez McLaren qui est pas top, mais de son début de saison, d'être complètement dépassé par le fait de se faire donner une team order par son équipe, là, de faire des theatrics, comme on dit dans l'après-course à Bahreïn, à maintenant avoir la mesure de lui très facile. Moi, je trouve ça impressionnant. Ça lui montre certainement la valeur de son stock, comme on dit, ou Ta plus de valeur. sa valeur comme pilote. Ouais. Donc, moi, comment dire, je le mettrais proche des opportunités prochaines, puis je le mettrais comme dans le, dans l'attente là, de peut-être, après ça, si on décide que c'est le temps de Sergio Perez de s'en aller. Après ça serait intéressant aussi de le mettre contre Liam Lawson. On sait que Liam Lawson aussi, c'est un très, très bon pilote, il a très bien fait. Mais ça serait vraiment, OK, de voir la valeur de deux jeunes pilotes qui ont faim et qui vont ça monter une équipe du, avec une voiture dominante.
qui est-ce qui mérite le mieux cette drive-là chez Red Bull? Ouais. Moi, ça serait intéressant de le mettre Liam Lawson contre Tsunoda. Évidemment, je laisserai Ricciardo partir. Là, il est vraiment, comment on dit en anglais, he overstayed his welcome. Ouais, Il le trouve un petit peu Hmm. malheureusement. ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi que la meilleure façon d'évaluer Tsunoda présentement, ça serait probablement d'emmener Lawson à côté de lui pour un plus gros échantillon que ce qu'on a eu la saison dernière. Vas-y, Kevin, toi, je sais que tu avais une opinion sur Yuki Tsunoda. Tu peux-tu nous partager ça? Ouais, ben Tsunoda fait un très bon début de saison. Là, il éclipse carrément Daniel Ricciardo, chose que peu de gens voyaient possible avant le début de la saison. On pensait pas mal tout que ça allait être serré, là, en tout cas de ce que je pouvais lire Oui. sur certaines pages et tout. Puis finalement, ben, c'est le contraire qui se produit. Il a beaucoup mûri depuis ses débuts en 2021. C'est sûr, il y a encore bon, la communication des fois qui peut faire défaut, mais les erreurs se font plus rares. Puis je suis bien content pour lui. Là, est-ce que les dirigeants de Red Bull vont décider de le placer dans la grande écurie aux côtés de Verstappen? Avec le début de saison que fait Perez, s'il continue de bien faire au fur et à mesure que la saison avance, moi je pense qu'il y a des chances que Perez soit prolongé. Il y a beaucoup de candidats à ce volant-là. Et pour ce qui est de Yuki, Racing Bulls ont besoin de lui. Il connaît l'écurie, il connaît les rouages, il est établi là, il performe bien. Mm. Moi, à mon avis, je pense qu'il sera là jusqu'à la fin 2025, surtout avec le soutien de Honda. Après ça, en 2026, Honda passe du côté de Aston Martin. Donc, c'est une possibilité de voir Tsunoda peut-être s'en aller chez Lawrence Stroll et voler de ses propres ailes pour ne pas faire un mauvais slogan avec Red Bull donne des ailes. S'il va avoir Ou même une Aston opportunité Martin a des ailes aussi. aussi, Ben oui, c'est oui, vrai. exactement. Ouais, bien vu. Et s'il va avoir une opportunité de monter avec les champions en titre, il doit continuer avec ce momentum-là et peut-être, qui sait, il sera aligné aux côtés de Verstappen. On verra. Mais seulement le temps va nous le dire. Je partage votre point. Vous savez, moi, je le surnomme affectueusement le cascadeur. Je pense que ça a toujours l'air dangereux dans sa façon de conduire, mais les résultats sont là à certains moments. C'est un gars excessivement rapide. C'est des choses qui ne s'apprennent pas. Le reste, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'aller à l'école de c'est quoi être un pilote en dehors d'être rapide en piste. Puis, ben c'est ça, mais moi, je suis pas prêt à me commettre. Je suis comme vous, je suis pas prêt à me commettre sur lui. Je veux un plus grand échantillon. Il y a encore trop d'instabilité. Justement, Helmut Marko l'a vanté pour ses performances depuis le début de la saison, mais a aussi dit il y a seulement 4 grands prix à la saison. Donc, on veut vraiment en savoir plus. Mais je vous emmène là, sur un autre côté. Puis, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus. Là. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Là. Je reprends un autre côté. Si vous êtes l'agent de Tsunoda, c'est quoi votre plan? Parce que je prends pour exemple Pierre Gasly, là, ça semblait d'être une bonne décision de dire oh, on va quitter le nid des taureaux, on va voler de nos propres ailes pour dire comme Kevin. Puis au bout de la ligne, je sais qu'il ne pouvait pas deviner, mais ça semble être une erreur. Il aurait été beaucoup mieux de rester là. Donc, pour Tsunoda, est-ce que vous avez la même idée de dire tant qu'à aller perdre son temps dans une écurie qui a moins de budget, qui a peut-être moins d'idées de compétition, puis toutes ces choses-là, est-ce que ça vaut la peine de partir ou vous restez là? Ou vous suggérez à Tsunoda de rester chez Racing Bull le plus longtemps qu'il va pouvoir? Ouais, excuse. Jean-Christophe, vas-y en premier. Oui, si je suis l'agent de Tsunoda, c'est sûr que Tsunoda a eu la décision favorable d'avoir le siège chez Racing Bulls, fallait le dire, Ouais. à cause de sa connexion avec Honda. Honda voulait un pilote japonais, c'était le choix parfait. C'était pas une faveur qui était tendue à lui. Il est vraiment rapide de son propre mérite. C'est parfait comme ça. Personnellement, s'il y avait l'opportunité chez Aston Martin, on sait que c'est pas facile, là, 2026, est-ce qu'Alonso il va renouveler? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Stroll a toujours son siège absolument sécurisé par la présence de son père? On ne sait pas. Cependant, s'il y avait une ouverture chez Aston Martin, je le mettrais chez Aston Martin. Avec Ouais. une une belle équipe, bien établie. Moi, je ne serais pas trop stressé qu'après ça, il y aurait une belle carrière qui perdurait, peut-être un peu à des plus hauts niveaux qu'avec Racing Bulls, puis pouvoir adorner son dessus de foyer avec quelques trophées aussi. Je suis sûr qu'il aimerait ça, là. Pas juste avoir des points puis faire comme si c'était une victoire, là. Un Peut-être avoir podium à des un moment donné, trophées oui. aussi. Ben oui. Ouais. Fait que Toi, je Kevin, pense que est-ce que ça tu serait ça. es, du même avis? Pour Aston Martin, OK, mais partir juste pour partir, tu ferais pas ça. Si tu étais son agent, tu lui conseillerais pas ça. Ben, comme j'avais dit, c'est sûr que là, Honda passe à Aston Martin en 2026. Donc, au moins faire 2025 et être sûr d'avoir un volant chez Racing Bulls là, pour 2025. 2026, après ça, on verra. Mais moi, comme j'ai vu par le passé, beaucoup de pilotes qui quittent le giron Red Bull s'épanouissent
prennent beaucoup plus d'expérience dans leur carrière. Ça va relativement mieux là, si on regarde tous ceux-là qui sont partis Albon, Saints et de la filière. compagnie. Ouais, c'est ça Ouais. exactement. Là. Donc, moi, je crois que ça pourrait être une belle opportunité pour Tsunoda, justement, là, de s'en aller justement du giron Red Bull et d'aller, peut-être, qui sait, chez Aston Martin. Mais il faut assurer une progression hein, parce que Oui, la différence dans le partenariat qu'il va y avoir entre Honda et Aston Martin, c'est que là, on n'a plus quatre volants, on va en avoir que deux, en tout cas pour c'est ça. l'instant, à moins peut toujours avoir des développements. Parlant d'ajouter des volants, là, ce qui a retenu l'attention dans les derniers jours, c'est revenu, là, je dirais que même ça n'a jamais quitté l'actualité. Là. Il y a pour des gens que ils sont encore outrés de la situation. Si je vous lance un peu sur le dossier Andretti, êtes-vous en faveur d'une 11e écurie où vous partagez l'opinion du groupe de la Formule 1 que s'il veut entrer, s'il veut avoir son billet d'entrée, c'est soit faut qu'il attende 2028 d'emmener un moteur, d'apporter quelque chose au championnat, quelque chose de concret, ou vous dites non, il doit passer par le rachat d'une écurie. Il y a assez d'écuries qui ne performent pas, du genre, on peut nommer Haas. Il y a eu la rumeur aussi, justement, Helmut Marko, mais c'est moins qu'une rumeur là, quand ça vient d'Helmut Marko. Normalement, il ne dit pas grand mensonge. Ce gars-là, il nous donne assez l'heure juste que AlphaTauri, ben, maintenant Racing Bull serait de retour sur le marché. Est-ce que pour vous, là, ça passe absolument par un rachat ou vous êtes en faveur d'une 11e écurie? Kevin, je commence avec toi. Ben, clairement, la FOM n'est pas enthousiaste à l'idée d'avoir une 11e écurie. Si Andretti attend simplement jusqu'en 2028 avec l'association de GM via Cadillac, comme le suggère la F1, un nouvel accord Concorde là, exigerait probablement 600 millions de dollars ou plus, là, simplement pour devenir la 11e équipe, en plus de tous les coûts d'infrastructure advenant un départ de zéro. Là, ils ont inauguré les nouvelles installations à Silverstone récemment, là, pour ce qui est du département design et de l'équipe de course. Pour la construction de la voiture, ils sont aux États-Unis. C'est pas tellement un manque d'argent, ce que je peux lire dans les articles, mais c'est surtout le refus des autres écuries afin de ne pas diminuer le partage de revenus entre eux. C'est sûr que ça serait bien d'avoir une 11e écurie, parce qu'on n'en a pas eu depuis Manor en 2016, c'était la dernière 11e écurie. Où est-ce que ça va se concrétiser par un rachat? On ne sait pas. C'est seulement le temps qui va nous le dire, mais il ne manque pas d'ambition, Michael Andretti. Moi, je trouve que ça serait bien d'avoir une 11e écurie. Mais en même temps, si l'opportunité est là pour aller racheter une autre écurie et d'arriver en Formule 1 plus rapidement, qui sait ce qui va se passer? Oui. Mais Jean-Christophe, je vais te donner la parole là-dessus parce que j'ai hâte de t'entendre, mais j'emmène un point que tu nous as souligné lors du dernier podcast. On a déjà eu des discussions ensemble. Moi, ça vient développer un peu mon opinion. Moi, je ne suis pas nécessairement en faveur d'une 11e écurie, puis j'explique pourquoi. Les voitures sont encore trop grosses. On n'est pas Hmm. capable de compléter des dépassements. On a énormément de difficultés à avoir des séances de qualification sans des pénalités ou des rencontres avec les commissaires pour avoir bloqué un adversaire. Donc, je pense que pour l'instant, tant qu'on n'aura pas réduit considérablement les voitures en piste, une 11e écurie, je ne trouve pas que ça serait une solution. Je pense que ça passe par le rachat. Vas-y, Jean-Christophe, toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Mais oui, tu amènes un bon point. C'est vrai que les voitures sont c'est des bateaux, là. C'est absolument ridicule quand on compare juste là, 10-15 ans la grosseur des monoplaces qu'on Mhm. avait. Cependant, en 2026, ils vont un petit peu réduire de grosseur. Ils vont être un Ouais. pied et demi, deux pieds, un petit peu plus petites, je crois, en longueur. Ça devrait aider, quand même trop grosse. Mais je ne croirais pas que ça serait ça qui, vu que les voitures sont trop grosses et qu'il y aurait plus de voitures sur la grille, je ne croirais pas que ça serait ça le problème. C'est vraiment juste la voiture, en fait. Ils sont grosses, sont longues, sont larges, sont juste. Puis une piste comme Monaco, mais là, on n'a plus de course à cause de ça. Là. Fait que Non. ils ont aussi trop de traînées toujours. Là. Mais ça ne changera pas. Ben, on n'est plus capable de Cependant, les voir trois de large. Là, tu sais. Mais moi, c'est surtout le oui, c'est principe vrai. en qualification, même dans les garages, quand il y a des arrêts au puits, là, il y a des garages qui sont C'est même vrai. pas capables de prendre les voitures. Tu sais, en tout cas, ça va prendre des Ouais, ça ne peut pas avoir trop modifications. de sens. Non, Mm. non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Les infrastructures accommodent mal peut-être une 11e équipe. Malgré que si ça serait possible, moi, ça ne me dérangerait pas. Ça- mais je regarde une écurie comme Haas qui avait eu semblablement une entrée facile en F1. C'était comme annoncé pas longtemps avant, puis ils sont rentrés direct en 2016. Fait que moi, j'ai vraiment la misère à comprendre que c'était si difficile de rentrer une nouvelle équipe. Euh, on comprend que c'est pour pas diviser tous les prix et toute la valeur avec le cap salarial et tout, mais je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas racheter une équipe comme Haas ou Racing Bulls comme là. Non, C'est c'est déjà une ça. équipe américaine, Haas. Ils font rien de sérieux, pas tant que ça. T'sais, ils sont arrivés avec des grosses attentes. Une bonne équipe en Oscar. Il y a vraiment, puis ils sont confiants, là, Andretti. Là.
on voyait que la balloune se dégonflait un peu. Puis là, boum, on a construit une usine complète à Silverstone. Ah, OK, non, ils sont vraiment encore motivés, là. Ouais, puis on a Fait aussi un plan à Fishers en Indiana. Puis moi, Ouais. ouais, ça m'étonne un peu, cette situation-là, parce qu'on a des écuries présentement en Formule 1 qui se plaignent justement à se dire, ah, c'est pas facile d'avoir une écurie aux États-Unis et en Angleterre. Après ça, du côté de Red Bull, on veut rapatrier notre écurie sœur qui est en Italie, la ramener en Angleterre parce qu'on dit que ça crée des complications. On a Alpine Renault qui se plaint depuis des décennies que c'est compliqué d'avoir deux plans. Mais la réalité, je la comprends aussi. Si on veut attirer des employés, si on veut aller voler des cerveaux ailleurs, ben, il faut avoir un plan en Angleterre parce que la plupart des écuries de Formule 1 et des grands du sport, point de vue conception, sont basés en Angleterre. Donc, c'est une réalité là, quand que Ferrari veut attirer quelqu'un, de dire faut que tu déménages en Italie, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire le sacrifice. Et puis là, Andretti, ben, il voit déjà au-devant des coups de dire oui, c'est une problématique à long terme de séparer les troupes, mais si je veux aller chercher des gens, ça me prend un plan à Silverstone. Donc, il niaise pas. Il dit moi, je construis une usine là-bas, puis je m'installe là tout de suite, puis je commence mon projet. Je pense qu'il ne manque pas de sérieux. Ça, je partage ton point, puis Kevin ouais, aussi c'est sûr, hein. l'apportait. Il manque pas de sérieux. La seule affaire que je veux ramener en perspective, par exemple, que souvent, il se dépeint un peu comme ah, euh, on ne me laisse pas rentrer, puis tout ça. Il a eu une opportunité ratée en 2021. Il a refusé de verser 350 millions de dollars à Sauber. Puis Sauber s'est retourné et a finalement fini par avoir 600 quelques millions de la part de Audi. Et là, maintenant, c'est impossible d'avoir une écurie pour les montants qu'il a refusé de payer. Il s'entête à Exact. vouloir payer 250 millions en passant par la porte en arrière de la FIA, ce qui vient sommer la grogne chez les 10 écuries. Donc, tout ce côté-là, il faut le garder en perspective. Mais je pense qu'il va finir par aboutir. Puis au pire, ben, il y a 2028. Il reste toujours ça, là. Je vais enchaîner tout de suite, les gars, avec notre segment vrai ou faux. Il reste vraiment pas beaucoup de temps à l'épisode, là, ça passe vraiment trop vite. Puis on Mhm. va essayer d'y aller le plus rapidement possible, de les passer. Vrai ou faux? OK? L'écurie Alpine, on les mentionne depuis le début de l'émission, va devenir la première écurie depuis Haas en 2021 à réaliser le très peu enviable exploit de marquer 0 point, de ne marquer aucun point plutôt au cours de la saison. Vrai ou faux? Vas-y, Kevin. Euh, non, je ne suis pas prêt à dire ça. Je crois qu'il risque peut-être d'avoir une circonstance de course lors d'un Grand Prix qu'Alpine va réussir à aller chercher quelques points là, ici et là. Je leur souhaite évidemment, là, mais non, j'espère pas qu'ils vont finir avec 0 point. Je pense qu'ils vont être capables de se démener et aller chercher un résultat comme ça. De ton côté, Jean-Christophe, Faux 0 point, vrai en bas de 3 points. Ça va être en ça, bas de mon. 3 points. Ah, c'est bon. Ça, Ça j'aime va ça, être des ça. réponses rapides en plus. Avec là, tu me laisses la chance d'en poser un autre qui est le fun à demander. Euh, Vrai ou faux? Ferrari a fait une erreur dans ses signatures de pilote. Vas-y, Jean-Christophe. Ou seulement le temps le dira. Moi, je vais dire faux, parce qu'Hamilton, d'après moi, va vraiment. Lui, il aime dans un environnement où est-ce qu'il est vraiment apprécié. Ferrari, euh, ils ont vraiment l'air de vouloir l'accueillir à bras ouverts, et surtout que ça venait un peu de nulle part. Fait que d'après moi, il y a pas, ça serait pas arrivé s'il n'y avait pas de l'amour naturel pour Hamilton et sa carrière. Donc, d'après moi, oui, ça va être un bon choix. Ça va être un bon choix. Puis toi, donc c'est faux. De ton côté, Kevin, vrai ou faux? Ils ont fait une erreur. Je pense que Hamilton a il a déjà un très grand palmarès et c'est un très bon atout marketing là, pour Ferrari. Là. Il a encore le talent. C'est sûr que là, il y a la motivation d'aller avec Ferrari Mais là, si on pour les regarde, prochaines années. excuse-moi de t'interrompre, mais si on Ouais, vas-y, regarde vas-y. si on regarde la question plus du côté Leclerc ou Sainz, est-ce qu'on a fait une erreur de ce côté-là? Parce qu'il y a plusieurs angles à cette question-là. Mhm. Toujours faux. Leclerc est le futur, et c'est le pilote chouchou de Ferrari. Là, c'est leur il predestinato, comme ils disent. Là, fait qu'ils vont vivre, ils vont mourir avec lui. Fait que non, moi je pense qu'ils ont fait leur choix, puis Ouais. c'est comme ça. Toi, Jean-Christophe, je sais déjà ta réponse. Je sais ce que tu penses de Leclerc. Mhm. Donc, je sais que tu Yep. maintiens le faux. Euh, En terminant, retour de la formule sprint pour le week-end prochain en Chine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en Chine. La dernière fois, là, il y a des statistiques qui sont sorties sur où on en était dans la Formule 1 depuis la dernière fois. 5 championnats du monde pour Lewis Hamilton et compagnie. Albon puis Et Sainz boy. avaient encore leur appendice. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été là, là. Mais Ouais. en tout cas, tout ça pour dire. On retourne en Chine, la formule sprint. On a changé ça un petit peu cette saison. Là, il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps, fait que je fais ça vite. Vendredi, on va faire une séance d'essai libre. Ensuite, la séance de qualification pour la sprint. Samedi, on fait
la sprint le matin, donc la course de 100 km. Ensuite, l'après-midi, on fait les qualifications pour la course. Puis dimanche, ben, on garde la course. Je sais que les pilotes détestent ça. Ils détestent pratiquer des simulations de course le matin. Normalement, en EL3, on n'en voit pratiquement pas parce qu'on veut se concentrer exactement sur porter notre concentration sur faire nos ajustements pour soutirer le tour rapide et non faire des simulations de course. Mais vous, là, un week-end sprint, la nouvelle formule, tout ça, vous en pensez quoi? Vous êtes excité? Vous vous dites ah, tant mieux, plus de F1 en fin de semaine, je m'en fous complètement ou oh non, oh non, pas encore ça. Kevin, t'en penses quoi? Pour être honnête, non. J'ai vraiment pas accroché à ce format-là, là. Ouais, hein? Surtout qu'on retrouve la Chine où on n'a pas été depuis 2019, donc ça fait un petit moment. Les voitures ont beaucoup changé, là. J'ai pu lire qu'on a fait un resurfaçage de la piste aussi. Donc ça risque d'être compliqué pour l'adhérence des pneus. Fait que non, c'est pas idéal, surtout sur un circuit qu'on n'a pas mis les pieds depuis 5 ans, là. Fait qu'en C'est un beau gros, circuit Shanghai, là, mais non, pour un sprint, non. ça te fait pas un pli, toi, le week-end sprint. Pas vraiment. Après ça, Jean-Christophe, t'en penses quoi? Tu t'en fous complètement? J'ai jamais vraiment aimé la formule sprint. Je trouve que ça déteint un peu la valeur d'une victoire. Surtout Ouais, les quand on a statistiques. Ouais, c'est ça biaise tout. J'ai jamais été un grand fan, malgré que oui, c'est plus de courses, j'aime ça. Mais je le ferais très facilement sans un format sprint de plus dans ma vie de fan de F1. Ah ben. Cependant, ça peut être intéressant à Shanghai parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de dépassement. Fait Mhm. que ça on peut se jouer de ça, mais sinon, j'en ai vraiment qu'à faire du format Bon, sprint, là. tu es solidaire à tes collègues pilotes qui détestent pour la plus grande Ouais. majorité ces fameux week-ends-là. Moi, je dis, j'ai hâte de voir là, parce que les pilotes aiment vraiment pas ça, les simulations de course le matin. Puis là, on leur donne une course de 100 km à faire avant la qualif qui compte vraiment pour le Grand Prix. Ouais, bien hâte de voir ça. On sait déjà que Verstappen n'aime pas ça, là, lui, mais Mhm. c'est surtout l'opinion des autres que j'ai bien hâte d'entendre, même s'il y en a qui se sont déjà prononcés. Ce qui complète notre épisode entre deux courses pour cette semaine. Je veux vous remercier encore une fois. Vous avez été excellents. Mais les vrais juges, ce sont les auditeurs. Ça fait qu'on va attendre leurs commentaires. Mais normalement, ils vous ont très, très apprécié. Les commentaires étaient très bons lors de la dernière édition. Donc, je suis pas nerveux. J'ai l'impression que les gens vont avoir apprécié votre contribution au F1 Podcast encore une fois. Kevin, merci beaucoup. On va parler de ton livre très bientôt. J'espère que tu vas être capable de nous donner des détails là-dessus. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça s'en vient, ça s'en vient. Good, good. J'ai bien hâte de savoir ça. J'espère qu'on va avoir la chance de le lire avant tout le monde, là. Sans donner les punchs, Euh, là, mais d'au moins Ouais. pouvoir dire, il faut lire ça, c'est bon, c'est bon. Puis de ton côté, Jean-Christophe, même chose. Merci d'avoir été là. Toujours content d'avoir ton opinion que tu puisses, puis la contribution que tu peux apporter au F1 Podcast. pareillement à vous. Donc, toujours apprécié. Vraiment, encore une fois, un très bel épisode. J'ai hâte d'entendre des commentaires. Sinon, c'était toujours très agréable. Donc, merci à vous. Merci à vous autres. Merci. Salut les gars, bonne semaine. Bye bye. À plus. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 12 avril. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain, en marge du premier week-end sprint de la saison qui se tiendra à Shanghai, en Chine. D'ici là, merci de continuer de faire confiance à F1 Podcast, de nous ajouter à votre routine en nous suivant sur Spotify et Facebook. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et je vous souhaite un excellent week-end.